Bonjour, aujourd'hui on va essayer de vous donner des pistes pour répondre à cette question que pas mal d'entrepreneurs, de start-upers se posent, c'est combien vaut ma société? Alors quand ils se la posent, hein, tout le monde ne se la pose pas, mais combien vaut ma société? Donc d'abord on va dissocier ce qui va être valeur intrinsèque, c'est-à-dire combien elle vaut vraiment, et après combien elle vaut dans le cadre d'une levée de fonds. Donc d'abord de manière intrinsèque. Il y a différentes manières d'appréhender le sujet, hein. Personne n'a la bonne réponse. Euh, Vous avez la possibilité de valoriser avec 3, 4, 5 techniques différentes votre société, puis de faire une moyenne de tout ça, ou alors choisir une des techniques. Donc une des premières va être de faire une analyse vraiment comptable de combien il vaut, voilà, quelle est sa valeur comptable nette aujourd'hui. Donc dans les sociétés en croissance, en innovation, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais voilà, c'est une des méthodes. Il y en a d'autres, fort heureusement. Il y a une autre méthode qui peut se baser sur vos actifs. Donc là, il faut un peu d'existence ou alors déjà des actifs qui mesurent la valeur de votre site web, la rentabilité intrinsèque, les machines, enfin tout un tas de choses, ce que vous avez, ce que vous possédez, et on fait un multiplicateur des actifs, voilà, une sorte de coût de remplacement si quelqu'un voulait construire les mêmes actifs. Après, il y a une troisième qui est sur la valeur psychologique que vous mettez dans votre société, donc que ce soit en combien il vous faut pour vivre, combien vous estimez que vous avez souffert pour votre société, et quelle doit être sa juste rétribution, voilà, donc des paramètres purement psychologiques. Ça peut être si vous êtes plusieurs, combien il faut à chacun pour quitter l'aventure, voilà, donc bon, ça, voilà, c'est très impalpable. Après, on peut regarder aussi les techniques de valorisation sur les transactions récentes, c'est-à-dire dans votre secteur d'activité. Alors ça peut être secteur plutôt marché ou alors dans plutôt des branches fonctionnelles. Qu'est-ce qu'il y a eu comme transaction? Combien de multiplicateurs du résultat net, hein? Ça peut être 2, 3, 10, 50, hein, dans certains cas. Regardez ça. Donc, zéro méthode. Ça dépend avec qui vous discutez, hein. Il y a des gens qui accepteront pas certaines méthodes. Il y en a qui jureront que par une. Il faut rester, je dirais, assez ouvert sur le sujet, mais il faut savoir qu'effectivement, il y a peu de chances que des gens croient dans une survalorisation. Deux, si vous sous-valorisez votre actif, effectivement, vous pouvez avoir un problème de crédibilité vis-à-vis de l'extérieur. Donc, trouver la juste valeur. Euh, Pourquoi pas il y a des gens qui peuvent vous y aider, hein, peut-être pas des purs comptables, mais des gens qui sont dans la logique de levée de fonds ou de M&A, qui connaissent bien les métriques du secteur. Voilà. Donc, deuxième question qui se pose, c'est combien je vaux quand il y a une logique d'investissement ou d'acquisition. Mais plutôt, on va parler plutôt de l'investissement. Donc là, pareil, il y a 5, 6, 7 méthodes qui vont aboutir à des résultats un petit peu différents. Donc il y a toujours cet aspect psychologique. Pour 500 000 euros, combien je laisse de part? Donc il y a des gens qui vont vouloir rester maître à bord, voilà, qui peuvent être fermés même à leur croissance pour des problèmes psychologiques. Donc, combien vous laissez à quelqu'un qui arrive plus tard dans l'aventure? Voilà, donc c'est une première méthode qui est vraiment uniquement sur l'ego, l'estime, voilà, le ressenti. La deuxième, c'est d'indexer la valeur de votre entreprise sur un business plan. Vous parlez à un investisseur, vous dites voilà, je pense faire ça. Bah, lui, il dit très bien, moi j'en sais rien, hein, je te crois. Donc si on fait ça, tu vaux ça. Si on fait pas ça, tu vaux un peu moins. Si on fait beaucoup plus, tu auras un bonus. Donc on indexe sur les prévisions financières la valeur en multiple du chiffre d'affaires pour certains secteurs, en multiple de la marge. Voilà, il faut qu'il y ait toujours une petite croissance, hein, pour arriver à se projeter dans le futur. Mais deuxième, donc on indexe, on regarde le business plan et on s'y fie. Troisième, en fait, ça va être sur la valo des concurrents.
clairement, qui vient de lever, quand, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on vaut plus, est-ce qu'on veut moins. Donc là on rentre dans l'impalpable, on est plutôt dans des valeurs futures. Donc voilà, pourquoi pas, c'est une des méthodes. Ensuite, je dirais, les investisseurs regardent après d'autres choses, c'est-à-dire que si on résume sur la valeur de l'investissement, c'est, on va dire, un mariage entre une volonté d'un entrepreneur, une croissance d'une société et une volonté d'un investisseur avec une notion de retour sur investissement espéré à la fin. Hein, quand il y a 9 sociétés sur 10 qui meurent, effectivement, il faut celles qui marchent face à des multiples d'ébits, enfin des multiples de croissance très très forts. Donc ce mariage-là, il va se faire sous condition. En fait, il y a généralement un contrat de mariage. Donc moi, j'aime bien dire à la limite aux jeunes entrepreneurs ou à ceux qui commencent à chercher des sous que leur valo, on s'en fout. En fait, on s'en fout, mais alors complètement. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans les petites lignes. Voilà, le diable se cache dans les détails et une valo, c'est, on va dire, c'est pas défini comme ça, c'est pas des prix psychologiques, je veux 1 million, 2 millions, 3 millions, où je veux lâcher 30%, où il me faut 500 000 euros et je vais lâcher tant pour ce montant-là. C'est pas ça. C'est, on va dire, il y a des mécanismes, par exemple de relution, dilution, qui font que quand on a promis quelque chose ou quand la société est dans une situation ou espérait avoir une situation et qu'on n'y est pas, il y a des mécanismes qui vont aller grignoter des parts de l'entrepreneur ou lui redonner s'il superforme. Donc c'est bien d'avoir un scénario de base, des scénarios si ça marche bien, des scénarios si ça marche pas. Donc suivant le mental en fait de l'entrepreneur, il y a des gens qui préfèrent ne pas être dilués au début, garder les parts, super, hein, voilà. Comme ça. Et puis quand on va les diluer parce qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs, on peut arriver à un burn-out, hein, donc il faut faire attention. Pareil, il y a des gens qui aiment bien gagner, donc partir bas, avoir du cash pour atteindre ses objectifs et puis être relué au fil de l'eau, ça fait une carotte. Voilà, il y a des gens qui vont aimer. Donc, première modulation, ça va être sur les dilutions, relutions par rapport à la valorisation, donc pour la faire évoluer dans le temps. Deuxième chose, il y a une sorte de liquidité préférentielle, c'est-à-dire que si dans la vie de la société il se passe d'autres choses, un nouvel investissement beaucoup plus gros, un rachat pas forcément par le haut de la société, voilà, il y a certains investisseurs qui s'arrogent le droit, donc dans les statuts ou dans les pactes d'actionnaires, de préempter les premiers millions d'euros qui vont être donnés aux fondateurs. Donc cette clause-là, hein, on pouvait parler de tout ce que vous voulez sur la valo, elle est très très violente. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent des années à développer une boîte, qui ont des parts et tout, et si ça se passe pas exactement comme prévu, si la croissance est un peu molle, la boîte peut faire une belle sortie, mais l'entrepreneur peut sortir avec un exit très 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 moyen. Donc faut faire attention à ça. Ensuite, faut faire attention aussi à avoir assez de parts pour courir vite. Donc les investisseurs le savent, hein, un fondateur ou des fondateurs trop dilués, ils avancent plus, ils ont d'autres projets en tête, voilà, quand ça sent un peu le roussi, ils regardent ailleurs, donc c'est pas super. Donc clairement, des fois, il y a des pourcentages de dilution maximum autorisés, tolérés, pour être sûr que le fondateur soit toujours là le plus longtemps possible tant qu'il apporte de la valeur ajoutée. Ensuite, sur la valo, attention à ne pas miser trop de choses sur le futur, on ne sait pas de quoi il sera fait, donc se dire je vaudrais 10, 15, 20 millions, trop génial, voilà, prendre l'argent des investisseurs et puis avoir une exécution qui est moyenne, c'est extrêmement risqué pour l'entrepreneur, hein, vaut mieux y aller par palier, demander moins d'argent
au démarrage, donner moins de parts certes, mais arriver à développer une valeur ajoutée entre le premier et le deuxième tour. Donc là, la valo est plus élevée, mais on aura laissé en part au deuxième tour moins de marge, enfin moins de parts. Donc ça peut être une technique aussi de saucissonner en fonction de la croissance de son entreprise, saucissonner les phases d'investissement et maîtriser sa dilution. Et là, effectivement, la valo, elle est très très variable. Après, il y a une chose à prendre en compte, c'est, alors ça c'est plutôt lié à l'association, au démarrage de l'entreprise. Quand on arrive avec des niveaux de cash, d'expertise, d'ancienneté dans l'entreprise même différents, c'est pas évident d'arriver à fixer une valo entre associés et de savoir quel est le rapport relatif des parts de chacun. Donc moi j'aime bien des choses assez justes. Donc arriver à, on va dire, mettre une pondération, c'est-à-dire au début c'est plutôt du temps et de la compétence. Donc une pondération sur le temps et la compétence par rapport à l'argent. Et plus le projet se développe, plus on a besoin de ressources humaines, de compétences autres. Donc là, la notion voilà, d'arriver dans la boîte, je suis le premier, je suis le dernier, non. Là, on est plutôt dans des compétences. Et plus on avance, plus on a besoin de cash pour avancer, et plus l'argent va être important. Certaines compétences peuvent être remplacées. Donc arriver à bien doser quel poids on donne à l'argent, quel poids on donne à la compétence, quel poids on donne à l'historique dans la société, ça permet en fait de calibrer les rapports relatifs entre les associés, de faire en sorte qu'il n'y ait ni vexation, ni situation de conflit. Ça peut être des choses aussi qui évoluent dans le temps. Il y a des associés qui peuvent partir en cours de route, donc bien négocier à quel valo ils sont rentrés, à quel valo ils sortent en fonction de ce qu'ils ont construit. Plus il y a de choses écrites au démarrage, moins il y a de conflits généralement. Donc voilà, ça c'était le petit point sur la partie comment négocier ses parts, et donc forcément la valo différente entre les associés. J'espère que ça vous aura un petit peu dégrossi le sujet, et bonne journée. Au revoir.